Du siècle des Lumières à nos jours, du siècle des Lumières à nos jours, la franc-maçonnerie a marqué l'histoire de chaque pays dans lequel elle s'est développée. Il faut d'abord rappeler que si la franc-maçonnerie est singulière dans sa finalité, travailler au perfectionnement de l'individu et de la société, elle reste multiple dans son approche. Pour faire simple, il faut distinguer trois grands courants qui se sont structurés parfois en divergents, justement entre le moment de la naissance de la franc-maçonnerie et l'époque contemporaine, voire postérieure, de la Révolution française. Il faut ainsi distinguer des structures adogmatiques, où prime le sociétal ayant comme chef de file une certaine obédience française, de celui porté par les anglo-saxons fondé sur une tradition théiste, où prime le caritatif, apolitique et refusant toute ingérence dans la sphère publique. Et enfin, même si j'aurais dû commencer par là, le courant porté par la Grande Loge de France depuis 1728, mais encore plus depuis 1804 avec la naissance du rite écossais ancien accepté, basé sur la tradition, déiste représenté par le grand architecte de l'univers, l'initiation et la spiritualité, qui considère que le développement et l'élévation spirituelle de chacun sont les clés pour trouver comment être plus apte à s'engager personnellement dans la voie de l'amélioration de la société. Arrêtons-nous donc sur le sujet qui nous conduit ici. Nous sommes en 1789, la France gronde depuis plusieurs années, le mécontentement contre un régime perçu comme profondément inégalitaire conduit à l'explosion inévitable d'une première révolution qui va s'étaler sur plusieurs années. Alors la franc-maçonnerie a-t-elle contribué à porter sur les fonds baptismaux cette révolution de 1789 ? Désolé de vous décevoir, la réponse est non. La franc-maçonnerie n'a pas, contrairement à ce qu'on laisse entendre certains, eu pour finalité de renverser les rois. La Révolution française n'est même pas le fruit d'un complot maçonnique. Quant à sa devise liberté, égalité, fraternité, même si elle est la nôtre aujourd'hui, elle n'a pas été forgée dans les loges maçonniques qui ne l'adopteront que bien plus tard. Néanmoins, les valeurs proclamées par ce triptyque correspondent en tout point à nos idéaux. Alors pourquoi penser que la franc-maçonnerie serait la mère de la Révolution ? Simplement par le truchement subtil des légendes tenaces colportées par les ennemis de la franc-maçonnerie et le mythe parfois entretenu par certains frères eux-mêmes. Cependant, il est fascinant de se pencher sur ce qu'a réellement apporté la franc-maçonnerie à la France et au monde depuis sa création en ce début de XVIIIe siècle. 1717 en Grande-Bretagne, 1723 en France. Je dois malgré tout rappeler que la première trace de la franc-maçonnerie à caractère à la fois opératif et spéculatif remonte à 1598 en Écosse. Rendons donc à César ce qui lui appartient. La Révolution française de 1789 est donc un épisode de l'histoire de France qui cristallise les passions et les fantasmes. On peut résumer la question de la manière suivante. Quel fut le rôle des loges et celui des frères dans le mouvement révolutionnaire? Les obédiences ont-elles réellement été à la manœuvre ou ont-elles été simplement spectatrices de cet événement majeur? La réponse est complexe. La réalité de l'influence de la franc-maçonnerie doit être considérée à l'intersection de ces deux visions. D'une part, les loges plutôt attentistes avec des frères répartis à la fois dans les deux camps, pour et contre, et d'autre part, opportunistes en reprenant la thèse du complot à leur profit afin de donner une image plus puissante au monde profane. Le rôle de la franc-maçonnerie est donc à l'image de l'ambiguïté des loges à cette époque qui voit l'émergence d'idées nouvelles, lesquelles mordent sur le champ politique et religieux. À l'origine, sorte de club chrétien à vocation philanthropique, tel que les anglo-saxons la représentent, la maçonnerie continentale commence sa structuration qui aboutira à l'apparition des deux nouveaux courants,
l'un centré sur les questions ésotériques et symboliques, et dans lesquelles les préoccupations sociétales et politiques, sans être bannies, relèvent des convictions de chaque frère lors de son chemin initiatique, comme à la Grande Loge de France. L'autre, prenant une part de plus en plus importante dans la vie de la cité. La loge est un moyen de se déconstruire, de se construire mieux, de se reconstruire afin de penser le monde d'une manière différente, plus en harmonie avec les lois de l'univers. Certes, en 1789, dans les loges, des frères sont démocrates ou républicains, mais il s'y côtoie notamment un nombre très important de frères qui sont fidèles au trône. Ce qui est cependant évident, c'est que la franc-maçonnerie a été le creuset de la philosophie des Lumières et des encyclopédistes. Au sein des loges, il était évident que les idées telles que la représentativité élective marquent bien une évolution qui, sur le plan théorique, change les relations entretenues entre le roi et ses sujets. Par ailleurs, la vision de la pensée unique dictée par le roi va à l'encontre du principe du langage symbolique qui, par définition, est adogmatique et fonctionne par résonance puisqu'il parle à chacun selon sa sensibilité personnelle en faisant fi des mouvements idéologiques ou religieux. Si on ajoute à cela la transgression de la barrière entre les ordres religieux, noblesse et tiers états, offerte par le regard général porté sur la loge comme un lieu de sociabilité dans lequel aristocrates et roturiers se côtoient sur un pied d'égalité, alors l'influence maçonnique dans le changement du régime pourrait être légitimée. Si certaines obédiences françaises ont cru bon devoir entretenir le mythe en cautionnant la thèse d'une révolution seul fruit des loges maçonniques de la fin du XVIIIe siècle, nous comprenons bien que l'impact réel de la franc-maçonnerie sur cette révolution reste plus subtil. En tant que corps unifié et institutionnel, pour autant que cela ait un sens à cette époque au moins, la franc-maçonnerie n'a donc pas directement commandé la révolution. Seul l'engagement individuel de ses membres parmi les francs-maçons actifs de l'époque, révolutionnaires comme Mirabeau ou Lafayette par exemple, a pu jouer un rôle. C'est le même engagement individuel des francs-maçons qui jouera dans les différentes révolutions que la France devra traverser, 1789, puis 1830, 1848 ou 1871, d'autant plus que le rite écossais ancien et accepté apparu en 1802, fidèle à sa tradition, laisse plus que jamais à chacun la liberté de choisir selon ses opinions, sans jamais prendre parti institutionnellement. Ce rite écossais ancien et accepté que nous pratiquons nous propose à la Grande Loge de France, obédience mère du rite, comme à la Grande Loge unie de Grèce, détenteur légitime de la patente remise par la Grande Loge de France en Grèce, un ensemble de valeurs et de vertus destinées à régler notre conduite de maçon dans notre vie quotidienne. La droiture de notre comportement, la mesure de la portée et les conséquences de nos actes, l'égalité, l'élévation intellectuelle et morale, le respect de la loi, la volonté de perfectionnement, le respect de la parole donnée, sont autant de valeurs traditionnelles, qui sont celles immémoriales de l'humanité, qui débouchent sur des vertus qu'il nous faut pratiquer dans notre quotidien. Il existe une constante à travers les siècles et les révolutions, qu'elles soient françaises ou grecques. L'ordre maçonnique a été et est depuis son origine le creuset dans lequel la pensée des hommes qui étaient condamnés au silence du fait de leur naissance peut enfin s'exprimer là où dans le monde profane la parole était sous le joug d'une oppression. Pas étonnant ainsi que toutes les dictatures, les États fascistes, les démocraties populaires et les divers régimes autoritaires ont immédiatement suspendu ou supprimé toute activité maçonnique dans leur pays. En cela, oui, nous devenons des combattants contre toute forme d'oppression, que ce soit en France, contre tout système égalitaire, ou en Grèce pour se libérer du joug d'une domination unique par un autre peuple afin d'améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens.